Rebonjour à tous. Et vous m'excusez de vous avoir fait attendre, mais j'ai eu une crevaison. C'est pourquoi j'ai été en retard. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont choisi la pyramide de Maslow? Parce qu'on m'a dit que vous aviez des choix ou que vous aviez travaillé sur... Quels sont ceux qui avaient été intéressés par ce sujet? Il y en a un? Eh bien, en fait, j'ai choisi cela parce que c'est une pyramide que j'ai retrouvée finalement, même après, tout au long de mes études, j'ai fait une école de commerce et on parlait énormément de cela. Et c'est une pyramide que l'on utilise également énormément dans le monde du travail. Elle a ses limites, mais elle dit quelque chose de l'expérience humaine. Alors, juste pour poser le décor, Abraham Maslow, il est né le 1er avril 1908 à New York et meurt en 1970. C'est un psychologue américain humaniste. C'est le père de l'approche humaniste en psychologie. C'est-à-dire que c'est un homme qui croit, qui a une vision positive de l'homme. Il n'est pas croyant, c'est un juif. Il n'est pas chrétien en tout cas. Il est croyant, c'est un juif. Alors, c'est un modèle de psycho qui s'appuie sur la tendance innée de la personne à vouloir se réaliser. C'est une approche qui croit fermement que l'être humain a le désir d'être heureux. Et c'est une approche également, il y en a un autre qu'on appelle Rogers, qui est très empathique. C'est-à-dire que généralement, ce genre de psychologue, vous êtes assis ou couché sur un divan, et il a tendance à faire ce que l'on appelle des reflets. C'est-à-dire que vous allez lui raconter une histoire et il vous dira par exemple, je sens que au niveau de la famille, là, ça vous touche beaucoup. Histoire de toucher, d'appuyer sur un levier pour que vous puissiez vous-même trouver les solutions. Ça s'appelle l'école humaniste américaine. En fait, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a une pyramide avec 5 niveaux. Mais concrètement, ce n'est pas Abraham Maslow qui a décrété qu'il y avait une pyramide. Lui parlait juste de motivation. Ce qui pousse les hommes finalement à se mettre en mouvement. Et lui dit, le premier, le besoin de base, la base de la base de la base, c'est tout ce qui est besoin physiologique. C'est-à-dire boire, manger, dormir, le besoin de se reproduire, et respirer. En fait, l'être humain répond à ça instinctivement. Si vous avez faim, mais je ne pense pas que vous ayez déjà réellement eu faim. Je parle de vraiment avoir faim. En fait, c'est un instinct. À ce moment-là, on devient limite sauvage. Lorsque l'individu manque de cela, il se sent en danger. Et ça peut expliquer, par exemple, les principaux mouvements de migration dans le monde. Les gens cherchent à vivre dans un environnement où ils pourront répondre à ces besoins primaires. Quand je vous disais que je suis sûr qu'ayant grandi en Martinique ou dans l'Hexagone, vous n'avez jamais réellement eu faim à en devenir fou. À moins d'avoir de vrais soucis, il y a l'assise, il y a des lieux, même quand on n'a pas d'argent pour manger. Généralement, même quand on n'a pas de travail, il y a des ressources pour ça, le RSA ou d'autres choses. En fait, j'ai réellement pris conscience de ce que c'est que d'avoir faim il y a 1 an et demi. Je suis parti pour Taïwan et en gros, j'ai fait un détour par les Philippines pour améliorer mon anglais. Et là, on a décrété le confinement. Et la société philippine n'a rien à voir avec une société française. En gros, les gens n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de frigo pour la grande majorité, et les gens mangent ce qu'ils ont gagné le jour même. Ça veut dire que lorsque l'on te confine, on te condamne à mourir de faim. Et en fait, les personnes refusaient ce confinement. Ça a duré 47 jours. Et là, j'ai réellement découvert une population qui a faim et qui a peur de manquer. C'est une expérience, j'ai vécu un peu à Madagascar avant cela,
Mais là, avec la tension, avec ce qu'il y avait, je me suis réellement rendu compte de ce que c'est que d'avoir faim. Au fond, Maslow dit, si vous n'avez pas ça, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, si vous ne pouvez pas aller aux toilettes, si vous ne pouvez pas dormir, en fait, vous ne penserez qu'à ça. Et vous ne pourrez rien faire d'autre. Autrement dit, lorsque c'est fait, on peut passer à un besoin supérieur. C'est le besoin de sécurité. Et pour revenir à ce que je vous disais, pendant ces 47 jours, le président philippin a dit à la télé, en gros, si les gens sortent, shoot them dead. En créole, si on traduit, ça veut dire tuer sa frette. En fait, s'il y a quelqu'un qui sort pendant le confinement, il donnait à l'armée le droit de tirer sur sa population. Il disait, tirez-les à mort. Et les personnes n'avaient pas peur. Pour une raison simple, si vous avez faim, peu vous importe de mourir. Donc les personnes sortaient quand même et cherchaient des vivres. En fait, le besoin de sécurité, c'est l'échelle juste au-dessus, mais on est toujours dans la survie. On cherche à protéger son corps, à se soigner. Mais là, on voit déjà plus loin. On voit à plus long terme, on va dire à moyen terme. Ce n'est pas seulement de l'instinct, là, il y a de la réflexion, il y a de la prévision. On est en train de se dire, et si je suis malade, et si, et si, et si. Mais on est conscient de ne pas être malade pour l'instant. Ça veut dire qu'on pense déjà à demain. Quand on a faim, on ne pense pas à demain. En gros, la sécurité, on la veut parce qu'on a une quête, un désir de stabilité. On veut maîtriser les variations. On veut prendre le moins de risques et on veut éviter tous les changements qui ne nous plaisent pas. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais même les débats que l'on a entre nous, pro-vax, anti-vax, c'est un peu parce qu'on est dans une société où l'on sait, même si l'hôpital va mal, si vraiment j'ai des problèmes avec le Covid, il y aura un lieu pour me soigner. Au fond, c'est parce qu'on est à des degrés bien supérieurs au niveau de la pyramide de Maslow que l'on peut se poser tant de questions. En fait, on veut la sécurité quand on a déjà mangé. Et pour avoir fréquenté pas mal de personnes sur Paris, où j'ai vécu 6 ou 7 ans, pas mal de migrants, quand j'étais au Captif La Libération, la plupart des migrants cherchent de meilleures conditions de vie, mais cherchent une société qui n'est pas finalement une société de droit. C'est-à-dire une société où vous allez tomber sur un policier et quoi que l'on dise, si vous vous révoltez, c'est parce que vous savez qu'il ne va pas tirer sur vous. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un cadre qui fonctionne bien. Il y a un prof qui vous parle mal, vous savez qu'il y a un recours. Ça s'appelle une société de droit. Il y a un droit qui régit la vie des uns et des autres. Il y a plein de sociétés où ça n'existe pas. Et il y a énormément de personnes qui aspirent à ça, justement. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a mangé, qu'on a un minimum de sécurité, on veut appartenir à un groupe. C'est le besoin d'appartenance. Ça, c'est la 3e marche. On existe, on veut exister, et on existe souvent parce que l'on fait partie d'un groupe. On a peur d'être isolé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On vous inscrit pour une activité et vous ne connaissez personne. Il y a 100 personnes qui se connaissent et vous êtes la seule qui ne connaît personne. Comment vous allez vous sentir ? Peut-être qu'il faut le micro. Parlez bien fort pour que les autres entendent. En fait, vous arrivez dans une activité, je ne sais pas, un plan ou un truc, et vous êtes la seule personne qui ne connaît aucune des
80 autres personnes qui est invitée. Comment vous vous sentez? On se sent seul. Vous vous sentez seul, mais vous êtes à l'aise? Vous n'êtes pas à l'aise? Comment vous êtes? Ça dépend si les personnes sont à l'aise aussi. C'est-à-dire? Enfin, ça dépend s'ils sont ouverts à nous. Ok, donc ça dépend si par exemple le groupe est ouvert et si tu peux entrer finalement dans le mouvement. Donc, là pour toi, il est important d'appartenir au groupe, que le groupe t'accueille. Imaginez maintenant que le groupe se suffit à lui-même, vous arrivez et que les personnes ne s'occupent pas de vous. Comment vous vous sentez? Et le truc, c'est qu'on vous a déposé, on revient vous chercher dans 3 heures. 4 heures minimum. Comment vous vous sentez? Attends, passe-lui le micro pour que les autres entendent. Ben, on se sent inutile. Si les gens ne s'occupent pas de nous, ben, on se demande ce qu'on fait là. On a l'impression de ne servir à rien. Est-ce que vous en restez là ou vous utilisez vos portables pour chercher un stop, pour essayer de rentrer à la maison, ou vous restez là pendant 3 heures? Non, mais déjà, on va prendre le téléphone, on va dire à nos amis que c'est l'amour, qu'on est là, que... Qu'est-ce que je fais là, en fait? J'ai envie de rentrer chez moi, et puis après, le pire des cas, on appelle nos parents. Est-ce que vous voyez le truc? Il est dans un truc. Il y a du monde autour de lui. Les personnes ne l'accueillent pas. Il va immédiatement vers le groupe qui est prêt à l'accueillir. Autrement dit, il utilise son téléphone pour retourner vers son groupe d'appartenance. C'est vous dire à quel point on a besoin finalement d'être accueilli. Ça vous est déjà arrivé? Oui ou non? Oui ou non? En général, vous prenez vos dispositions pour que ça ne vous arrive pas, ou ça ne vous est jamais arrivé parce que vous êtes hyper chanceux? C'est-à-dire? Non, mais le plus souvent, on va France, on fait ça. D'accord. Parle dans le micro. Vas-y. Vas-y, c'est pour qu'ils t'entendent. Vas-y. Vas-y, dis-nous juste ce que tu disais. En gros, ça ne vous arrive pas d'être tout seul longtemps parce que vous prenez vos dispositions pour ne pas vous retrouver tout seul, généralement, ou parce que vous êtes hyper chanceux. Généralement, vous ne vous retrouvez jamais seul au milieu de 90 personnes parce que vous prenez vos dispositions ou parce que vous êtes des personnes hyper chanceuses. Ça t'est déjà arrivé? Ok. Tu aimerais que ça se reproduise demain? Ok. D'accord. Alors. Vas-y, parle. Non, je disais. Parle dans le micro. Je disais. Il faut aller voir les autres, mais si tu n'acceptes pas, au moins tu auras déjà essayé. Quoi. C'est ça qui Et généralement, quand les autres ne s'intéressent pas du tout à vous alors que vous avez essayé, vous vous sentez mieux ou plus mal qu'au départ? Ok. En fait, faire partie d'un groupe, c'est nécessaire. C'est vrai qu'il y a un vieux proverbe qui dit que l'homme n'est pas fait pour être seul, mais on a besoin de ça. Et au fond, ça rejoint aussi le besoin de sécurité. La sécurité d'être avec un groupe qui vous protège. On n'est pas seul face au monde, on est avec un groupe face au monde. Je me souviens d'une histoire. J'avais à l'époque 17 ans. Ouais, 17 ans. Et c'était au lycée technique. Comment ça s'appelle maintenant, le lycée technique? Joseph Gaillard, ouais.
Et je me souviens d'un petit gars. Alors, on habitait Batelière, Plateau Fofo, et il y avait plusieurs gars. Donc, il y avait les gars d'Ozanam, il y avait les gars de Plateau Fofo. Et je me souviens qu'il y a un gars bien baraqué. Il y a un petit gars qui est venu le check. Il n'a pas voulu le checker. Et il lui a donné une belle calotte. Et en gros, je ne sais pas si vous connaissez le lycée Joseph Gaillard. À la récréation, vous avez d'énormes balcons. Et vous avez tout le monde au balcon. Et en gros, la claque a résonné. Mais c'était pas le petit truc, c'était vraiment le truc pour te montrer, m'en c'est papa. Tu vois, je suis ton papa. Et le petit gars, qui est un petit gars d'Ozanam, a baissé la tête et il est parti. Et il est rentré à Ozanam et il a été sous le kiosque qui est tout près du LP de Batelière. Et là, il y avait tous les gars de la cité qui tiennent le mur. Et il a raconté ça aux copains, c'est-à-dire les gars du quartier de l'époque, Gros Mike et les autres. Il leur a raconté, voilà ce qu'on m'a fait. Le gars en question, c'était un gars il s'appuyait énormément sur son physique, mais il était seul. Mais quand je vous dis baraqué, pour son âge, il était réellement. Eh bien, à 12h30, à la sortie du collège, il y avait des gars en moto, parce qu'il y avait des grands gars de la cité, et il y a même les petits de 14 ans qui sont arrivés à vélo. Et ils lui ont donné des coups, et ça, je vous dis ça parce que c'est mes copains. On venait du même lieu. Mais le dernier a enlevé sa ceinture de son pantalon. Et là, il y a des filles qui ont crié « gun » parce qu'elles croyaient que c'était un fusil à pompe. Eh bien non, il lui a donné une raclée avec sa ceinture, devant tout le monde. Et ce qui est passé comme message, c'est que t'as beau être costaud comme tu veux. Quand tu es tout seul, tu ne peux pas être fort. Eh bien, il a raté l'école pendant 1 semaine. Le petit gars en question, personne ne lui a plus jamais mal parlé dans l'école. Parce que les gars se disaient, c'est un gars d'Ozanam. Tout cela pour vous dire que le monde est cruel et ça fonctionne comme ça. On lui a donné cette claque parce qu'on ne savait pas d'où il venait. On ne savait pas avec qui il traînait toute la journée en dehors de l'école. Le besoin d'appartenance, alors la vie est beaucoup moins, si vous voulez, triviale que cela. Mais le besoin d'appartenance, même au sein des entreprises, plus tard, les employés ont peur d'être celui qui est tout seul et qui va à contre-courant de tout le monde. Mais si on rejoint la vie basico-basique, on a besoin des autres pour échanger. Nous sommes des êtres de relation. Donc, une fois qu'on a mangé, une fois qu'on est en sécurité, on a besoin d'appartenir à un groupe. Et des fois, ça coûte excessivement cher. Je ne regarde pas souvent la télé, d'ailleurs, elle ne fonctionne pas là où je vis. Mais à chaque fois que je passe en famille ou même chez des personnes, il arrive souvent qu'il y ait une émission qu'on appelle TPMP. Et je regarde comment l'animateur en chef maltraite les chroniqueurs qui sont là. C'est-à-dire que pour être autour de la table, il y a un prix à payer. Et le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils veulent être là. Ils ont besoin d'appartenir à ce groupe. Et ils acceptent. Vous arrivez dans cette émission, vous avez une image de marque, vous en sortez, il est beaucoup plus dur de trouver du travail. Juste parce que finalement, trop souvent, on accepte de payer un prix qui n'est pas sain pour appartenir à un groupe. Alors le risque, quand on veut appartenir à tout prix à un groupe, le risque c'est de se soumettre à la majorité ou de se conformer, histoire d'être lisse et de ne déranger personne. Une fois qu'on appartient à un groupe, et c'est là que ça se complique, apparaissent en nous des trucs, ça jaillit, on a besoin d'être estimé. On a besoin d'être quelqu'un aux yeux des autres. Au fond, waouh.
On a besoin finalement que notre singularité apparaisse au sein du groupe. Faire partie du groupe, c'est bien, mais au final, je veux qu'on m'appelle par mon nom. Et je veux qu'on me connaisse au sein de ce groupe. Être quelqu'un aux yeux des autres, c'est être reconnu pour ses compétences ou pour ses possessions. C'est finalement avoir un truc qui fait que l'on m'accorde de l'attention. À ce moment-là, je veux voir dans le regard de l'autre que je suis quelqu'un, que j'ai du prix à ses yeux. Généralement, dans la vie professionnelle, on peut déjà parler, alors, ce n'est pas encore le dernier niveau, mais de réalisation personnelle. C'est-à-dire que j'ai un titre, j'ai un poste. En tout cas, la société m'a reconnu et m'a distingué. C'est un stade de l'évolution, en tout cas de l'être en question, où la personne veut plus de bien-être, à travers ce qu'elle a, à travers ce qu'elle est, ou encore à travers ce qu'elle fait. C'est même le moment où je veux avoir de la valeur, mais où j'ai des valeurs, et où je veux finalement que ces valeurs soient reconnues. En fait, à ce niveau-là, on peut presque dire que c'est à ce niveau que l'aventure humaine commence réellement. On ne cherche plus tellement à se protéger. On se projette. Et on commence à créer. Généralement, quand on arrive à ce stade, c'est le moment où on attend des promotions. Si vraiment ça ne vient pas, et si on est frustré, on est prêt à changer de carrière, c'est le moment où on a des objectifs. Et on a suffisamment de conscience, suffisamment d'acquis pour oser être, oser rêver être celui que l'on sent être à l'intérieur. Que l'on se sent être à l'intérieur. Et là, on arrive à la dernière marche. C'est finalement l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, ce n'est pas seulement de l'ego. C'est pas simplement, en gros, je fais mon Cyril Hanouna, où j'écrase les chroniqueurs pour montrer que je suis le chef. Et ce qui est agaçant dans cette émission, c'est que ce sont des victimes consentantes. C'est-à-dire que quand ils se dirigent vers l'un d'entre eux, tous y vont. En fait, tout le monde a peur du chef. L'accomplissement de soi, ce n'est pas seulement ça. C'est nettement plus que ça. On n'est plus seulement dans le moi-je. En fait, je suis au stade où je veux réellement accomplir quelque chose. On se focalise vers quelque chose de plus grand que soi. C'est le moment où je veux donner, où je veux transmettre. C'est le moment où, même quand vous vous appelez par exemple Bill Gates, vous vous dites, voilà, il me faut une fondation parce que je veux être utile au monde. Je ne veux pas juste avoir fait des ordinateurs ou un super programme. Je veux finalement me donner et donner aux autres. C'est le moment où on se pose la question, qu'est-ce que je peux réellement faire pour changer le monde? Et même si je ne peux pas changer le monde, pour changer mon monde. Alors ça peut aller de celui qui va créer une association pour nettoyer le quartier, à la personne qui va vouloir changer le monde parce qu'elle verra hyper grand. Mais c'est un moment où on cherche sa raison d'être profonde, sa mission. On va au-delà de soi-même. On veut voyager, on veut créer. Eh bien, en fait, j'arrive au moment où il faut que je vous dise que Maslow n'a pas créé la pyramide que vous voyez là. C'est une personne qui a créé cette pyramide pour présenter les idées de Maslow. Parce que lui dit que finalement, il y a une certaine circulation entre les besoins. Il n'est pas nécessaire de combler à 100% les besoins physiologiques pour passer à la sécurité.
Il dit qu'en général, une personne comble à 75% ses besoins physiologiques. À 70%, là je parle dans le monde occidental. Donc je dirais Europe, Europe périphérique, Amérique, Canada et autres. Besoins physiologiques comblés à 75%. Besoin de sécurité à 70%. Besoin d'appartenance à 50%. Besoin d'estime à 40%. Et besoin d'accomplissement de soi à 10%. Ça veut dire finalement que très peu de personnes, et ça c'est le psychologue qui a reçu des milliers de personnes qui le dit, vont jusqu'à se réaliser. La dernière des choses, non, pas la dernière, il y a une autre limite à cette pyramide, c'est que ça dépend de la culture. Quand je dis culture, je veux dire ce qui est mis en place pour s'accommoder, pour se défendre vis-à-vis d'un environnement particulier. Si vous êtes une femme de la rue, ça, il y a un moment où, lorsque j'étais séminariste, j'étais dans une association qu'on appelle « Aux captifs la libération ». On s'occupait d'hommes qui se prostituaient et de femmes prostituées ou de femmes à la rue. La rue a une culture particulière. Et quand vous êtes une femme dans la rue, il est plus important d'être en sécurité que de manger. C'est-à-dire que vous avez deux choix. Et là, la pyramide de Maslow ne tient plus du tout. En plein jour, vous pouvez encore sortir. Mais dès qu'il fait nuit, soit vous vous cachez, sinon vous serez violé, soit vous trouvez un groupe auquel vous appartenez. Mais généralement, quand il y a des groupes et où il y a une femme, la femme est généralement obligée de se donner à l'un des gars du groupe. Donc dans cette culture de rue, quand on est en France, en plein Paris, une femme n'est pas libre de ses mouvements et est obligée finalement de ne pas manger, de ne pas boire, même quand elle a ses règles ou autres, de ne pas se montrer, parce que la sécurité est plus importante que les besoins physiologiques pour elle. C'est la culture de la rue. Ça veut dire que là, la pyramide de Maslow, elle ne fonctionne plus. Ça ne tient pas non plus pour les artistes. Je ne sais pas si vous avez connu, vous connaissez le morceau qu'on appelle Ma Benz, un classique du rap français. Vous êtes un peu jeune peut-être. Vous connaissez Joey Starr? Vous voyez un morceau qu'il a fait il y a au moins 20 ans. C'est un truc qui disait « Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz 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 ». Il y a un gars qu'on appelle Lord City dans ce morceau, qui est à la base du refrain. C'est un gars de la cité aux Anames. Son père est prof à l'université. Il est conférencier dans la fac de droit. Sa mère, c'est une fonctionnaire. Il était à la cité, en petit frimeur, ça marchait bien en Martinique, et il décide de tout quitter, contre l'avis de ses parents et de tout le monde. Il se retrouve à squatter, à dormir dans des cages d'escalier, en attendant que Joey Starr et que les gars d'NTM apprécient sa voix et lui proposent une collaboration qui fait 300 000 ventes de CD à l'époque. C'est-à-dire qu'il a sacrifié tous les premiers paliers parce qu'il voulait s'accomplir en tant qu'artiste. La culture des artistes, c'est généralement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier plein de choses pourvu qu'il y ait un peu de lumière sur moi. Alors pour le coup, le problème c'est que ça retombe. Mais pourquoi je vous ai dit tout ça en fait? Et là je vous parle de la dernière limite de la pyramide de Maslow. C'est que les deux premiers étages, vous avez des besoins. Un besoin, c'est simple. Un besoin, j'ai faim, je mange, ça passe. J'ai soif, je bois, ça passe.
Je veux me laver, je me lave et ça passe. La sécurité, j'ai un toit, je me sens en sécurité, je ferme la porte, ça passe. L'appartenance, on tombe déjà dans les désirs. La différence entre un besoin et un désir, c'est qu'un besoin, je consomme, ça passe. Un désir, ça ne s'éteint pas. C'est-à-dire que, qu'on l'accepte ou pas, la plupart de mes amis ne cessent de me répondre « m'en parle les pinsons ». Je ne m'intéresse à personne. Ce que les gens pensent, ça ne me fait rien. Jusqu'à ce qu'ils aient à sortir et que les gars passent 1 heure dans la salle de bain avant de sortir. Jusqu'à ce que les gars n'aient pas un contour frais et qu'ils refusent de sortir pour ça. Au final, ils me disent, en gros, ce que les gens pensent de moi, ça ne me fait rien, mais ils ont un désir qui est fort, celui d'appartenir à un groupe, d'être estimé au sein de ce groupe. Et en dernier, ça nous fait tous peur, parce qu'on sait qu'il y a un prix à payer, c'est le désir de s'accomplir. Finalement, de faire ce pourquoi je suis créé. Une star, c'est quoi? Une star, c'est finalement une étoile. C'est une personne qui a su monter et briller aux yeux de tous. Au final, on est tous des stars, parce qu'on est tous différents. On a tous des dons que les autres n'ont pas. On est tous uniques. Mais on a souvent assez peur d'arriver jusqu'au stade où je m'accomplis. J'ose finalement révéler ce que je suis en profondeur. Eh bien, Maslow parle de besoins là où il y a des désirs. Et là où j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'un besoin, t'as faim, tu manges, t'as soif, tu bois, t'as besoin d'un toit, tu prends n'importe lequel. Un désir, ça ne s'éteint pas. Un désir, ça veut dire qu'il y a un vide au plus profond de toi-même et que c'est inextinguible. Ça ne s'éteint pas, c'est comme un feu, en fait. On peut comparer ça à l'amour. Il y a 10 000 filles. Là, je parle pour les garçons comme pour les filles. Il y a des centaines de filles au séminaire collège. Ou il y a des centaines de gars au séminaire collège. Pourquoi tu ouvres grand les yeux? Mais il y en a forcément un ou une que vous avez le désir de connaître plus que les autres. Et ça ne s'éteindra pas, même en avançant dans la vie. Ça veut dire que cette personne-là, finalement, n'est pas interchangeable. Et rien n'est pire que la société, ou la vision société de consommation, où vous avez une personne qui va en consommer d'autres. Comme si un désir, c'était un besoin. Le problème, c'est que tu pourras aller avec 35 filles, tu n'éteindras pas le désir que tu as d'aimer, d'être aimé d'une seule personne et de te donner à une personne qui en vaille vraiment la peine. Autrement dit, le risque avec la pyramide de Maslow, c'est de confondre besoin et désir. Et finalement de passer à côté d'une chance d'être heureux et de se réaliser. En fait, la pyramide de Maslow, si on essaye de faire une petite concordance avec des choses, je dirais avec des catégories, une manière de voir de la Bible. Dans la Bible, on parle souvent du corps. Et le corps, c'est l'homme dans sa vulnérabilité, sa fragilité. Il a besoin de manger, de boire, de dormir, de se vêtir et d'être protégé par un toit. Là, on en est encore au niveau des besoins. On a l'âme. L'âme, c'est l'homme en tant que vivant. Là, on touche ses facultés naturelles, sa capacité de liberté ou de choix. C'est-à-dire que l'on touche à l'intériorité psychologique, les sensations, les émotions, les sentiments, le caractère. Là, on va déjà plus en profondeur chez la personne. Si on creuse encore, on a une intériorité qui est de l'ordre de la mémoire, de l'intelligence, de la volonté. Et en fait,
là, on monte déjà dans le désir. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas jusqu'au stade du désir, vous avez une âme qui est toute sèche. Et à ce moment-là, ce que vous serez obligé de faire, c'est mettre tout le paquet sur l'extérieur. Alors, ce n'est pas mauvais, mais on va vous retrouver à travailler les pectoraux. Et vous serez abonné et pratiquant du style Thibaut Inchep. C'est-à-dire que vous serez à fond sur le truc où finalement, il faut mettre à l'extérieur tout le paquet qu'il me manque à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est une question finalement de désir. Et ça ne s'éteint pas. Et quand on monte jusqu'à l'accomplissement de soi, c'est-à-dire finalement, vous savez pourquoi on est jaloux? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être jaloux de quelqu'un? Parlez franchement. Bon, qui a déjà été jaloux dans sa vie? Qui n'a jamais été jaloux? Jamais été jaloux. Qui n'a jamais ressenti ça? Et vous n'êtes pas des menteurs, ça c'est très bien. En fait, vous savez pourquoi on est jaloux? Parce qu'on est limité. Au plus profond de nous-mêmes, on sait très bien que il y a plein de choses qui existent, il y a plein de qualités qui nous intéressent, mais qu'on ne les a pas toutes. Donc quand tu la vois chez ta sœur ou chez ton frère, tu as tendance à te dire « Waouh, le gars chante bien. Waouh, le gars a un truc que je n'ai pas. Ou la fille a un truc que je n'ai pas. » Eh bien, c'est sain. Ça veut dire que tu es un homme. Un homme, c'est quelqu'un de limité et de situé. Tu ne peux pas tout avoir. En revanche, concrètement, ça veut aussi dire, si on voit ça de manière positive, qu'il y a quelque chose que toi, tu as, qu'aucun autre n'a. Et le truc, c'est que toute la vie, au final, n'a qu'une vocation, c'est nous permettre vraiment d'être ce que nous sommes. Eh bien, au revoir, monsieur de Verclos. C'est moi qui vous remercie. Amen. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression d'être des êtres uniques? Qui a l'impression d'être unique? Alors, baissez la main. Qui a l'impression finalement de ne pas être unique, d'être interchangeable? En gros, si je ne suis pas là, c'est pareil. Sérieux? Expliquez-moi pourquoi. Est-ce qu'on a le micro? Bien. Elle s'appelle comment? Celle qui a dit qu'elle avait, celle qui a le t-shirt vert à gauche. Alicia, Et celle qui est là? la blanche, Anna. Parliez fort, soyez bienvenus à la prière salée. Il faut parler fort dans la cour, d'accord? Et puis qu'il y ait un silence entre nous pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond, parce que la qualité à la prière salée, la qualité du réseau n'est pas extraordinaire. Donc parlez fort, clairement, s'il vous plaît. Et puis voilà. Merci. Alors, vous m'avez dit, là dans le petit groupe là, pourquoi vous ne vous sentez pas unique? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas l'impression d'être unique? Ben, personnellement, Parle bien dans le micro. Et bien fort. personnellement, j'estime que je sois là ou pas,
ça change rien à la vie des gens, ça change rien au monde, ça change rien à tout. Je suis pas là, je suis là, sans plus. Ok. Alors, ok, on prend une deuxième réponse. Je note. Ton prénom, c'est Kériane. Ok. Mais dans le petit groupe, Merci, là, il y en avait Kériane. plusieurs. Non, mais Alicia, on va faire un voulait garçon. s'exprimer. Ben, elle a raison. Et puis, en fait, ça dépend aussi de la part des gens. Il y a des gens qui sont indispensables à leur vie et d'autres non. Et puis, que tu sois là ou pas, ben, par exemple, quelqu'un n'est pas là dans la classe, ben, c'est bien. Un stylo, s'il te plaît. Voilà. Ça va vous dire on va mourir parce que la personne n'est pas là. Genre, voilà, on va la revoir demain. Alors, redis-moi ce que tu viens de dire. Il y a des gens, tu es indispensable. Mais là. genre, je sais pas comment expliquer. Mais, genre, maintenant, genre, elle a raison parce que, par exemple, il y a des gens, tu peux être indispensable à leur vie, du coup, tu vas les manquer ou d'autres non. Et imaginons quelqu'un dans la classe n'est pas là, ben c'est bien, on va pas mourir parce que la personne n'est pas là, on va le revoir demain. Voilà. Ok. Eh ben, elle est morte. Mais on va pas la ressusciter, on n'a pas de temps. Allez, on continue. Vas-y, justement. Parce que toi aussi, tu as dit que il y avait un garçon. Attends. Vas-y. Ton prénom? Alors, Thiago. Parle bien fort. Thiago. Ouais. C'est-à-dire que ça peut aussi devenir un besoin, enfin un désir de devenir important pour quelqu'un, donc d'être unique pour une personne. Parce que surtout maintenant, surtout en ce moment, on a, je fais une généralité, on est beaucoup à voir que les gens ne changent pas ou que la vie des gens ne change pas en fait selon notre présence ou non, que leur, on va dire leur santé mentale, je dirais, enfin plus leur condition, heureuse ou non, ne change pas en fonction de notre présence ou non. Ok. Ok, je note ça. Alors, on revient par là. Merci, j'ai noté, j'ai tout noté. Non, mais vas-y. Alors, dis-le à ta manière. Ben, elle a dit tout à l'heure, Ton prénom? Anna, Elle a dit tout à l'heure. enfin, elle vient de me dire là à l'instant qu'on lui a Parle bien toujours... fort. En fait, elle vient de me dire à l'instant que enfin, on lui dit toujours que quand on est seul et on... Ah, ça c'est quoi peut-être? Elle veut dire que je lui ai dit, on m'a toujours dit dans la vie que je suis née seule, donc je vais mourir seule. Donc je n'ai pas besoin des gens pour. Voilà. Tu es née seule, le cercueil, c'est pas de place. Alors, on continue. Qui encore ne se sent pas unique? Et il y en avait d'autres par là. C'était qui? Vas-y, mais dis-le à ta manière. Donnez-lui le micro. Ton prénom, c'est quoi? Erwan. Ewan. Alors, écoutez-le. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là, je ne vais pas mentir, il y a des gens, s'ils ne sont pas là, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie. Si je ne suis pas là pour des gens de ma famille, par exemple des tontons, tout ça, ça va rien changer. Donc moi, je me dis que si j'aime bien, c'est fini. Ok. J'ai noté ça. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Alors, attendez, on va écouter Rivière-Salée. On les entend où là? À Rivière-Salée, est-ce qu'il y en a parmi vous? Alors, levez la main tous ceux qui ont l'impression d'être uniques. Il faut se rapprocher du micro du poste de Fordan, s'il vous plaît. Alors, levez la main.
Attendez, mais regardez, il y en a. Ok. Alors, attendez. Il y a un décalage à peu près de 15 secondes. Alors, C'est pour ça. Donc, calmez-vous, laissez-les réagir. Ok. alors maintenant, je vais vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont l'impression de ne pas être uniques, d'être interchangeables? On a bien 15 secondes, hein, c'est vrai. Levez la main. Bon, alors, la jeune femme avec le polo blanc et le col vert, celle qui a fait le petit signe de la main. Elle se rapproche du micro. Peux-tu te rapprocher du micro et nous dire pourquoi tu as l'impression de ne pas être unique? Rapproche-toi. Allez-y, donnez-lui le micro. J'entends pas. Augmente le son. Attendez, écoutez parce qu'on n'entend pas. Moi, je me dis que si, par exemple, pour l'exemple de ma classe, si aujourd'hui je suis là, bon, ça fait plaisir, mais si demain je ne suis pas là, ça va pas changer quelque chose à leur vie. Si au bout d'une semaine ils sont toujours pas là, ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé, mais ça va rester là, et peut-être dans 2 semaines ils m'auront déjà oublié. Alors, Océane, j'ai noté. Alors, j'ai noté. Attendez. On a du mal à s'entendre. Est-ce qu'il y en a d'autres à Rivière-Salée? Océane, j'ai noté. Alors, j'ai noté. Attendez. On a du mal à s'entendre. Est-ce qu'il y en a d'autres à Rivière-Salée? A priori, non. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va demander à ceux qui se sentent uniques, on va demander à 3, 4. Il y en a un? Qu'est-ce qu'ils font là? Bonjour, je m'appelle Lison. Mon cas, je ne le dirais pas par rapport à cette classe qui est juste incroyable, mais je le dirais. Et sans vraiment prendre de mes nouvelles et en disant que ça m'avait un peu assisté, mais j'en ai pas soutenu, on va dire. Et un peu Merci, Lison.
Alors, là, on ne vous entend plus, Rivière-Salée. On va prendre 4 personnes qui se sentent uniques ici et après, on revient vers vous. OK? À tout de suite. Alors, il y a une majorité qui se sentait unique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous sentez unique? On commence par qui? Donne-moi ton nom. Ok. Allons. Moi, je pars du principe Écoutez-le. qu'on est tous uniques. Parce qu'on a tous nos qualités et nos défauts. On a tous des choses qu'on fait que ce n'est pas forcément les autres qui peuvent le faire. Donc, il n'y a pas d'histoire de on n'est pas unique. Pour moi, on a tous nos qualités, on a tous nos attributs. Et ce n'est pas forcément les autres qui vont faire la même chose que nous. Donc, pour moi, c'est ça qui nous rend uniques. Ok. Merci, Noah. Au suivant. Il y en avait plein, donc normalement. Alors, qui est prêt à parler là? Attendez, elle va parler si elle veut, mais qui veut parler? Alors, qui veut parler? Donc, moi je me trouve unique. Bon, franchement, moi je me trouve unique. Il n'y a personne comme moi. Hein, très clairement, j'étais pas là pendant quelques jours, vous étiez en train de vous inquiéter pour moi et tout. Donc franchement, je comprends, je suis unique. Mais même moi, je me sens unique. Même si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. Mais franchement, je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme moi. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que moi. Et puis, quelqu'un par exemple, si quelqu'un qui ne se sent pas unique, je suis désolée, mais vous serez toujours unique pour quelqu'un. Par exemple, Kyrian. L'année dernière, quand il n'était pas là, j'étais triste. Voilà. Donc, oui, Kyrian. Donc, je suis désolée, mais les gens qui ne se sentent pas uniques, vous êtes forcément unique pour quelqu'un dans votre vie. Kyrian, l'année dernière, mais même là, quand il n'est pas là, je suis triste. Donc voilà, vous êtes forcément unique pour quelqu'un. Moi, je suis unique pour tout le monde, donc on ne cherche pas. Mais voilà, c'est bon. Ok, merci énormément. Hey. Il n'y a plus personne qui veut parler à Fort-de-France? On passe à Rivière-Salée. Bon, alors, faites silence, on va les écouter. On passe à Rivière-Salée. Ceux qui sont uniques, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi vous sentez-vous unique? Merci Leïla. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Bonjour, moi c'est Frédéric. J'ai envie de dire que je suis unique, tout le monde est unique parce que si on était tous séparés, ça aurait été un petit peu nul. Hein, parce que voilà, si on retrouvait que des Frédéric, que des Léa, on peut dire que le monde ne
Merci Frédéric. Alors, une dernière personne. Une dernière personne à Rivière-Salée. Ok, on va arrêter là. Merci à vous. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite relecture, juste ceux qui sont au fond. Que l'on fasse une petite relecture juste de ce que vous avez dit. Il y en a une qui a dit « Pourquoi tu ne te sens pas unique ? Je suis là, je suis là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. » Il y en a une autre qui a dit « Il y a des gens indispensables, il y a des gens indispensables à leur vie, mais moi, que je sois là ou pas là, ça ne change rien. Il y a des gens indispensables, mais moi, que je sois là ou pas là, ça ne change rien. » Il y en a un autre qui a dit un désir de devenir important, d'être unique pour une personne. Le désir d'être unique, au moins pour une personne. Il y en a une qui a dit juste après, je suis né seul, je vais mourir seul. Il y en a un qui a dit, il y a des gens, s'ils ne sont pas là, ça ne se voit pas. Et elle a rajouté, si je meurs, je meurs. Il y en a une autre qui a dit, si demain je ne suis pas là, vous n'allez pas vous en rendre compte. Il y en a une qui a dit, ma classe est extraordinaire. Il y en a un qui a dit, on est tous uniques, donc il n'y a pas d'histoire de ceci ou de cela. Je suis unique, vous êtes unique, on a des qualités, on est tous uniques. Il y en a une qui a dit, moi je me trouve unique, je me sens unique, et en fait, tant pis pour vous, si vous ne me trouvez pas unique, je suis unique. Et lorsqu'un tel n'était pas là, elle m'a manqué. Il y en a une qui a dit, je me sens unique par rapport aux autres. Et la dernière a dit, on n'est pas tous pareils, aimez-vous comme vous êtes. Est-ce que vous avez remarqué que là, on est rentré dans la relation ? C'est-à-dire que finalement, il est question d'identité. Est-ce que tu es unique ? Qui tu es ? Là, on est rentré dans l'identité. Tu as un nom, tu as un prénom. Tu as un prénom, tu as un nom, tu as une date de naissance. Tu fais partie d'une famille, mais quelle est ton identité réellement ? Et au final, là, vous en êtes arrivé à, quand je vous ai demandé finalement, qui es-tu ? C'est la question, es-tu unique ? Vous avez dit finalement, eh bien, ça dépend. Ça dépend de ce que les gens pensent. Et dans ce que vous dites, il y a du vrai et il y a du moins vrai. Parce que c'est vrai que l'identité est toujours relationnelle. Je vous donne un exemple. Vous faites 1m80, 1m85 en seconde. On dira que vous êtes grand. Donc vous aurez une identité de grand. Maintenant, je vous mets sur un terrain de NBA à côté de LeBron James. Vous êtes grand ou vous êtes comment ? Eh bien, pour le coup, vous êtes devenu petit à côté d'un gars qui fait 2m11. Maintenant, je vous prends, je vous emmène dans la brousse et je vous mets à côté de pygmées qui font 1m10. Vous êtes comment ? Vous êtes grand. Eh bien, au final, êtes-vous grand ou êtes-vous petit ? Au final, l'identité est toujours relationnelle. Et la question, c'est à partir de la pyramide de Maslow ou de la vision de l'homme qu'on vient de voir. Si, par exemple, tu es celle qui est transparente pour les autres, si ton identité est seulement horizontale, donc tu es celle effectivement, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change rien. Mais ça dépend des autres. Ça veut dire que le jour où tu tombes sur quelqu'un qui t'aime beaucoup, tu existes. Mais ton existence dépend de la personne. Ce que je veux vous dire, c'est que l'identité par rapport aux autres, c'est fragile et en fait, ça fait beaucoup souffrir. Et vous entendez certainement beaucoup parler de pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est juste quelqu'un qui sait que tu as une identité fragile
et qui en joue. Parce qu'au final, tu as besoin d'être quelqu'un. Il te laisse être quelqu'un juste avant de t'enlever ça et de te menacer. Maintenant, il y a une toute autre dimension. C'est l'identité qui est nettement plus profonde. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors, il y a une identité nettement plus profonde finalement. Et pourquoi je vous disais que vous êtes tous uniques? C'est qu'au final, peu importe qui tu es, il n'y en a pas deux qui ont ton ADN. Et quand vous disiez que je suis né seul, je vais mourir seul, en fait non. À ta naissance, il y avait forcément quelqu'un. Mais le truc, c'est que dans la vie, il y a des choix. Ou bien, vous pourrez même devenir des stars. Mais de manière horizontale, ça veut dire qu'aujourd'hui, les sondages te donnent 40% et tu es une star. Ça veut dire que demain, tu as 1% et tu n'es plus personne. Donc ton identité dépend uniquement du regard de l'autre. Ou alors, tu arrives au dernier stade de la pyramide. Et là, c'est l'accomplissement. Ça veut dire que ce que tu es, on peut t'aimer ou ne pas t'aimer. On peut te reconnaître. Et moi, je vais prendre un gars que j'aime bien. Tu peux être comme Jésus, c'est-à-dire l'identité de l'esclave. La mort sur la croix, c'est la mort d'un esclave. Il n'en a pas moins été un grand homme pour cela. Ça finit par dire que quand tu arrives au 5e niveau de la pyramide de Maslow, personne ne peut t'enlever ce que tu as. Personne ne peut t'enlever ta profondeur. Donc, dans la vie, et ça, vous aurez des choix à faire forcément, dans la vision humaine de l'homme, vous pouvez vivre à un niveau très horizontal. Et là, vous êtes condamné, comme Cyril Hanouna, à vivre dans la peur et à écraser les autres pour toujours être le plus grand. Ça fait qu'en gros, vous êtes grand parce que les autres sont petits. Mais vous êtes obligé d'écraser les charismes des autres parce que l'autre devient une menace pour vous. Ou alors vous allez plus loin et vous découvrez vraiment qui vous êtes en profondeur. Et quand l'autre brille, ça ne fait que plus de lumière sur toi parce qu'il a quelque chose, mais il ne pourra jamais prendre ce que tu as en toi et que toi seul as. Donc, on va arrêter là. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir attendu. Vous m'excusez encore. Et puis, à très 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 bientôt, si Dieu le veut bien. Bye bye. Bye bye Rivière Salée.